La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, c'est bingo. Oui, l'auto-bingo, Dimitri. Ce sont des soirées absolument inconnues de tous les bobos parisiens. Et pourtant, dans le reste de la France, le phénomène est considérable. C'est le Parisien qui, ce matin, s'intéresse au loto. Pas ceux de la Française des Jeux, mais ceux organisés par des communes ou des associations. Alors, le principe est assez simple. Les kidams réunis dans des salles des fêtes achètent des cartons sur lesquels sont inscrits des séries de chiffres, jamais les mêmes. Un maître de cérémonie procède alors à un tirage au sort. Les chiffres sortent les uns après les autres et dès que tous les numéros de votre carton sont remplis, vous criez bingo ou kin. Ça, c'est le cri qu'on pousse à Pontivy, en Bretagne. Vincent Mongaillard s'est rendu dans cette petite ville du Morbihan où se déroule l'un des plus grands lotos de France. 4200 joueurs étaient réunis hier. Certains venaient de la Côte d'Azur ou d'Alsace. Il faut dire que les lots mis en jeu sont alléchants. Bénédicte, 44 ans, a ainsi gagné un camping-car. Ah oui. Guy, lui, repart avec un scooter. Nadège avec un chariot garni d'une valeur de 150 € avec 2 gros sacs de litière pour chat. C'est la chance du débutant, commente la néophyte, bonne joueuse qui n'a pas de bête à la maison. Voilà, on peut sourire, mais pas de condescendance, s'il vous plaît, en lisant ce portrait de cette France du loto bingo. Et oui, parce que c'est elle qui va élire le futur président de la République. Et c'est ce que nous rappelle finalement Dominique Régnier dans le Figaro ce matin. Oui, malgré les caméras filmant complaisamment Emmanuel Grégoire circulant à vélo le soir de sa victoire, Paris, Lyon et Marseille ne représentent ensemble que 4,5% du corps électoral. 70% des électeurs résident dans les communes de la France rurale et dans les villes de moins de 30 000 habitants, cette France du loto. Et quand Alexandre Devecchio l'interroge sur les enseignements de ces municipales, Régnier répond: d'abord, progression conjointe du vote LR et du vote RN, poussée simultanée qui s'inscrit dans une droitisation générale. J'ajoute, dit-il, que les alliances du PS et des Insoumis faciliteront demain la convergence des électeurs LR et RN. Pourquoi s'en priverait-il dès lors que les socialistes s'autorisent des alliances avec LFI? Et finalement, dans le même Figaro, Éric Ciotti ne dit pas autre chose. La grande transformation de la droite a déjà commencé, affirme-t-il. À Nice, s'est incarné l'avenir de la droite. Ceux qui refusent de l'admettre refusent le train de l'histoire. Un mot d'un sondage publié hier. Oui, même s'il faut faire attention avec les sondages, et Vincent Trémollet nous le rappelait tout à l'heure. Bien Mais sûr. on sait qu'en l'absence de primaire, il risque quand même de jouer le rôle de juge de paix. Bref, que nous dit ce sondage est là, publié hier dans La Tribune. Dans toutes les configurations, le candidat RN arrive très largement en tête, entre 31 et 38% des voix. Mais derrière, Édouard Philippe, que l'on disait en perte de vitesse, ressuscite et apparaît comme le deuxième finaliste dans une projection de second tour. Il serait même le seul à pouvoir battre de justesse Bardella. Pour info, en cas de duel Bardella-Mélenchon, l'insoumis serait laminé avec 28,5% des voix seulement. On passe à un procès éminemment politique. Oui, au sens premier du terme. La Croix est l'un des rares quotidiens à s'intéresser à ce procès qui va être extrêmement intéressant. Il ne manquera pas d'interroger sur la question de la séparation des pouvoirs. Le président du département du Finistère, Maël de Calan, est effectivement poursuivi par la CGT et 6 bénéficiaires du RSA. Il lui est reproché des contrôles abusifs. Alors évidemment, ce quotidien dont le cœur penche à gauche prend fait et cause pour la CGT et dénonce la radiation d'allocataires. Cependant, les choses sont un peu plus subtiles que cela, parce que Maël de Calan, lui, défend tout simplement sa politique. Les gens radiés l'ont été pour de bonnes raisons, déclare-t-il. Je ne fais que respecter la loi. Bref, on peut contester une politique comme le fait la CGT, mais la justice est-elle habilitée à trancher un sujet qu'il a été par les électeurs? C'est une des questions auxquelles vont devoir répondre les juges du tribunal correctionnel de Brest. On termine avec la fin d'une époque. Oui, c'était samedi soir à 21h59 précise, sur la piste principale de l'aéroport d'Orly. Un avion en provenance de Nice s'est posé. Un avion un peu particulier, raconte Mathilde Visserias du Figaro Économie, car c'était le dernier vol d'Air France à Orly. La compagnie quitte définitivement le deuxième aéroport parisien qui restera tout de même opéré par sa filiale à Bakou Transavia. Air France renonce en raison de la forte baisse du trafic sur les vols intérieurs, conséquence de la loi qui interdit les vols dès lors qu'il existe une alternative ferroviaire à moins de 2h30, et puis de la diminution des voyages d'affaires depuis le Covid. Voilà, adieu Air France, dont le premier vol à Orly datait de 1946. 80 ans plus tard, il nous restera quelques souvenirs et une chanson de Gilbert Bécaud. Je m'en vais dimanche à Orly, sur l'aéroport.
on voit s'envoler. Voilà, l'aéroport Orly, ce sera. Et alors avec, Isabelle Assayag, il paraît qu'elle reçoit un invité. Alors, c'est Elisabeth Assayag. Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez dit Isabelle, mais c'est pas votre fort, les noms, prénoms.